On est dans une société où on demande toujours plus. On a l'habitude de devoir être hyper productif tout le temps, pas forcément s'écouter, beaucoup de pression. Et donc le système nerveux encaisse pendant tout un temps et puis ça crée de la fatigue. Et on oublie de s'écouter, on oublie de mettre nos limites, on oublie d'avoir des vrais moments de repos et de ressourcement. Et puis il y a tout un aspect un peu plus micronutrition et alimentation. On nous a pas appris en fait, à nous nourrir correctement, à répondre à nos besoins. Et donc ça aussi, sur du long terme, ça fatigue l'organisme. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Pépites de Cindy. Moi, c'est Cindy, je suis conseillère en images. J'accompagne les femmes à briller, à avoir confiance en elles, à se révéler et à être la meilleure version d'elles-mêmes. Je suis aussi fondatrice de l'application de conseil en images MyStylist, animatrice de ce podcast et fondatrice de la marque Power, qui est une marque de vente en réseau de produits naturels. Dans ce podcast, j'invite des femmes inspirantes, au parcours incroyable, exceptionnel, qui ont vraiment une histoire de pouvoir, de résilience à nous raconter, mais aussi des femmes expertes dans un domaine qui touche le développement personnel, qui touche le bien-être, qui touche la santé, la beauté, où ces femmes viennent nous partager leur expertise et leur expérience pour vous inspirer, pour vous donner des clés pour vous sentir mieux. Vous pouvez retrouver le podcast Les Pépites de Cindy sur les plateformes YouTube, Spotify et Deezer. Et si vous aussi, vous avez une histoire à nous partager, si vous avez une expertise à partager avec nous, n'hésitez pas à m'écrire à cette adresse et comme ça, vous serez peut-être bientôt sur mon canapé pour un échange inspirant. Le partenaire de l'épisode du jour, c'est la société Power. Power, c'est une société franco-belge de vente en réseau qui propose des produits naturels dans les domaines du bien-être, de la beauté et de la minceur avec comme produit phare la spiruline. La spiruline qui est une micro-algue, donc c'est un aliment. C'est l'aliment le plus riche et le plus complet qu'on peut trouver sur la planète. Donc c'est vraiment un aliment qui va vous procurer énormément de bienfaits. Chez Power, vous pouvez notamment retrouver le pack Boost. Dans ce pack Boost, vous avez la spiruline, donc je vous disais, aliment le plus riche qu'on peut trouver sur la planète, la vitamine C pour vraiment avoir une complémentation complète, donc ça va jouer sur votre vitalité, sur votre sommeil, sur votre transit, votre digestion, votre immunité, ça a aussi un côté anti-âge, ça a un côté régénération des cellules, anti-vieillissement des cellules. Dans ce pack, vous avez aussi la vitamine C, puisque c'est la seule vitamine qui n'est pas dans la spiruline. Donc comme ça, vous avez vraiment un apport complet quotidien pour compléter ce que votre alimentation ne vous donne pas. Et vous avez également une détox du foie. Alors pourquoi est-ce que c'est important de détoxifier votre foie ? Eh bien parce que le foie est le parc à conteneurs de votre corps et c'est là que toutes les toxines, donc ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous respirez, ce que vous appliquez sur votre peau, toutes ces toxines se retrouvent dans votre foie avant d'être éliminées. Mais parfois, le foie ne fonctionne pas bien parce qu'il est surchargé, il est fatigué, il est engorgé et donc il a besoin d'un petit coup de pouce. Et cette détox, la détoxeur, qui est en fait un mélange de 4 plantes médicinales qui vont venir réveiller votre foie, mais en même temps le protéger et protéger tous vos organes autour pour avoir une élimination en douceur pour votre corps. Et donc ce détox est à faire 2 fois par an, une cure de 21 jours pour vraiment venir soutenir la fonction hépatique de votre corps et vous sentir moins fatigué, débloquer une perte de poids, vous sentir avec plus d'énergie, plus de bien-être global au naturel. Vous pouvez retrouver la marque Power sur le site power.shop, mais aussi auprès des icônes qui sont en fait les conseillères de la marque. Donc vous pouvez vous rapprocher d'elles pour plus de conseils personnalisés. Vous pouvez également réaliser une Power Party, donc une présentation des produits à votre domicile et bénéficier de cadeaux. Et alors, très important de savoir parce que pour votre première commande Power, vous avez 5 € de réduction des 50 € d'achat. Donc, vraiment, c'est le moment d'aller découvrir toute cette gamme de produits bien-être, beauté et minceur au naturel. Aujourd'hui, on reçoit Flavie Stevens qui est naturopathe et qui va venir nous parler de fatigue, fatigue chronique, fatigue passagère, comprendre d'où vient la fatigue et aussi elle va nous proposer des solutions axées autour de l'alimentation. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode de la saison 2, on a la chance de recevoir
Flavie Stevens, qui est naturopathe. On l'avait déjà eu sur la saison 1 du podcast Les Pépites de Cindy, et on avait tellement adoré échanger avec elle qu'on avait envie de faire un autre sujet. On va parler de la fatigue, ce mal du siècle qui touche presque tout le monde. J'ai l'impression que dès que je pose la question à quelqu'un, est-ce que tu vas bien, on me répond ça va, mais je suis fatiguée. Donc on va essayer de comprendre d'où peut venir cette fatigue et comment la contrer, comment avoir plus d'énergie avec Flavie. Donc coucou Flavie. Coucou Cindy, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté de revenir. Je vois que tu as ton petit pins, ce qui montre que du coup c'est un retour. Voilà, c'est ça, c'est le retour, Flavie, le retour. Merci à toi d'avoir accepté d'être là et de nous partager tout ton savoir. C'est vraiment toujours un plaisir d'échanger avec toi parce que c'est fluide, c'est compréhensible, c'est naturel, enfin voilà, tout ce qu'on adore. Alors pour les personnes qui n'ont pas vu le premier podcast avec toi, si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. Est-ce que tu veux bien te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours? Mais oui, avec grand plaisir. Donc, je suis naturopathe. Alors peut-être c'est intéressant de réexpliquer ce que c'est la naturopathie. Je pense que c'est pas encore connu pour tous. Donc la naturopathie, c'est une approche de la médecine, une approche de la santé naturelle. Dans l'idée, c'est vraiment d'être plutôt dans la prévention. Mais on se rend compte que la plupart des gens, au final, ont déjà effectivement certains troubles et font la démarche de nous consulter quand il y a déjà certains déséquilibres. Et donc, la naturopathie va vraiment aider à optimiser la santé avec des méthodes naturelles, donc la nutrition, l'utilisation de certaines plantes, de certains compléments, l'hygiène de vie aussi qui est très importante et on va en parler. Et pour expliquer un peu plus donc, au niveau de mon parcours, moi, très jeune, j'ai eu des problèmes de santé, des douleurs auxquelles on n'a pas trouvé d'explication. Donc pendant une année, j'ai été en errance médicale. J'ai toqué à plusieurs portes de médecins, d'hôpitaux, sans avoir de réponse, sans avoir d'explication. Et donc, après avoir fait le tour, j'ai dû me tourner vers d'autres approches. Et c'est là que j'ai découvert la naturopathie, qui m'a beaucoup aidée à comprendre mon fonctionnement, à comprendre mon corps. Et après, du coup, c'est assez naturellement que j'ai eu envie d'étudier la naturopathie et de pouvoir la proposer en consultation et d'accompagner d'autres personnes. C'est trop bien. Enfin, pas que tu aies dû vivre ça, hein, mais du coup, rien n'arrive par hasard. Du coup, c'est que c'était vraiment ton chemin de vie. Oui. Et de l'avoir vécu, c'est plus facile pour toi de pouvoir en parler et accompagner les personnes. Il existe des études de naturopathe? Bon, c'est le sujet un peu plus compliqué, c'est que la naturopathie, c'est pas encore reconnu. En tout cas, ici en Belgique, en France non plus, mais en Suisse, en Allemagne, c'est reconnu. C'est vraiment l'équivalent de la médecine. C'est pour les problèmes aigus, tu vas voir le médecin. Pour les problèmes plus de fond, tu vas voir le naturopathe. Et donc là, c'est vraiment reconnu et ancré dans les mœurs. Ici, c'est pas reconnu. Et donc, le problème, c'est que toi, tu peux ouvrir ton cabinet dès demain et mettre une plaque naturopathe, alors que tu n'as pas forcément peut-être suivi des études pour. Et donc, moi, j'ai fait un cursus de 4 ans donc dans une école privée à Namur, ici en Belgique. Mais il y a d'autres formations qui se passent sur 2 week-ends Et on te dit naturopathe. Ouais, c'est ça. Ok, oui. Donc, on peut avoir pas mal de charlatanisme, du coup. Exactement. Et ça peut même être dangereux. Oui. Parce que ça reste, comme tu dis, tu touches au milieu de la santé, de la prévention santé. Moi, je m'intéresse un petit peu à la phytothérapie et je sais qu'il y a des gammes de la phytothérapie comme l'aromathérapie, par exemple. Oui. On pense que c'est de la médecine douce, mais ça l'est pas trop, les huiles essentielles, et ça peut vraiment être dangereux et contre-productif. Oui, clairement. Il y a un peu cette idée, je pense que si c'est naturel, ça va, c'est pas dangereux. Mais effectivement, comme tu dis, c'est pas toujours doux, et il y a beaucoup de connaissances à avoir, ne serait-ce que sur le fonctionnement du corps. Bien sûr. Donc voilà, ça parfois, ça décrédibilise un peu le métier quand on tombe sur des personnes assez formées. Je vois ce que tu veux dire, et je trouve qu'on a un petit peu ça aussi dans le milieu du développement personnel, où tout le monde s'invente un petit peu coach, etc. Ça. Et voilà. Oui. Ok. Bon, ça c'était la petite parenthèse parce que notre sujet du jour, c'est la fatigue. Voilà, comme je le disais dans l'intro, moi j'ai l'impression que tout le monde est fatigué. Est-ce que c'est aussi toi ce que tu peux observer dans les consultants, dans les personnes qui viennent te voir? Est-ce que c'est souvent un sujet qui revient sur la table? Oui. Oui. Allez, peut-être oui.
quasi 100% du temps. Alors, c'est pas toujours le motif de consultation, mais quand on creuse un minimum, il y a toujours une fatigue qui est là. Alors, soit une fatigue vraiment physique, physiologique, soit une fatigue un peu plus émotionnelle. Bon, les deux sont assez liés, on va en parler peut-être après. Les causes sont pas toujours identiques, mais énormément de personnes, effectivement, sont fatiguées. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on a cette explosion de personnes fatiguées à notre époque? Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect où on est dans une société où on demande toujours plus, où on a l'habitude de devoir être hyper productif tout le temps, de pas forcément s'écouter, beaucoup de pression, et donc le système nerveux encaisse pendant tout un temps, et puis ça crée de la fatigue, et on oublie de s'écouter, on oublie de mettre nos limites, on oublie d'avoir des vrais moments de repos et de ressourcement. Et puis il y a tout un aspect un peu plus micronutrition et alimentation, où je pense que là aussi, on nous a pas appris en fait à nous nourrir correctement, à répondre à nos besoins, et donc ça aussi sur du long terme, ça fatigue l'organisme, tout simplement. Ok, alors ça tombe bien que tu fasses la petite transition parce que aujourd'hui je voudrais qu'on parle essentiellement de l'alimentation dans cette cause de fatigue. Alors on va aussi parler des autres causes parce que tu en as déjà adduit une, c'est le stress. Et du coup l'idée c'est vraiment de se dire que l'alimentation c'est notre carburant et comment on peut faire pour consommer les bonnes choses pour éviter tous ces coups de fatigue. Donc toi t'es ok avec moi pour dire que l'alimentation tient vraiment une place importante dans la gestion de cette fatigue. À 100%. Oui, okay. Clairement. Et ça fait écho, du coup, je pense, à aussi toute la relation qu'on peut avoir avec l'alimentation. Ouais. Alors là, je vais peut-être plus parler des femmes, parce que c'est principalement les femmes que j'accompagne. Et je pense qu'on subit encore plus une pression par rapport à notre image, qui influence, du coup, notre relation à l'alimentation. Et je reçois énormément de personnes, du coup, qui ont un rapport biaisé à l'alimentation et qui oublient la chose principale que tu viens de dire, c'est que l'alimentation est notre carburant. Et que du coup, on oublie sa fonction première. On est beaucoup plus focalisé sur les calories, attention au poids, attention aux graisses, etc. Et à se décentrer au final de en fait, comment je peux nourrir mon corps et comment est-ce que je peux apporter de l'énergie à mon bon fonctionnement. Ok. Est-ce que les personnes que tu rencontres, ou que ce soit en consultation ou vraiment quand tu vas dans ton quotidien, est-ce qu'on est plutôt sur des fatigues, tu vois, passagères? Par exemple, je suis allée en concert hier soir, par exemple. Exemple tout à fait choisi au hasard. Je suis rentrée très tard, je me suis levée très tôt, je suis fatiguée, donc on a vraiment cette fatigue ponctuelle. Tu vas me le dire, peut-être du coup est normale, parce que j'imagine que être fatiguée c'est pas non plus grave. Et puis cette fatigue chronique qui vraiment, t'as cette sensation qu'elle te vide de l'intérieur, qu'elle t'épuise et que tu n'as plus d'énergie pour rien faire. Donc, quel type de personnes est-ce que tu rencontres le plus et comment on peut différencier ces deux types de fatigue? Je pense que c'est assez facile et c'est tout simplement en s'écoutant et en se posant la question. Comme tu l'as dit, la fatigue qui est passagère, c'est on en cerne la cause. Elle est très claire, c'est je suis sortie la veille, j'ai un peu moins dormi, j'ai peut-être une période aussi plus intense, examen, etc. Et on sait que très rapidement après, en retournant à notre fonctionnement et notre hygiène de vie habituelle, on retrouve une belle énergie. Que la fatigue chronique, c'est un peu plus insidieux. On ne sait pas forcément où est la cause. On a l'impression souvent de mettre des choses en place sans forcément avoir des effets positifs. Et donc, on rentre un peu plus dans un cercle vicieux aussi où, malheureusement, très souvent, quand on est en fatigue comme ça chronique, on a tendance à mettre en place des habitudes pour compenser qui accentuent la fatigue et le dérèglement. Comme quoi, par exemple? Je pense au café. Oui. En fait, le café, on le sait, c'est un excitant. Donc, ça peut être une petite béquille les jours où, justement, peut-être ce matin après mon concert, j'ai pris un petit café pour venir être en forme ici. C'est OK. Mais quand ça devient quelque chose où on a l'impression que c'est nécessaire et on le fait de manière régulière, ça accentue le déséquilibre. En fait, le café, comment est-ce que ça fonctionne? C'est que ça vient stimuler un peu le système nerveux en produisant de la dopamine, qui est ce neurotransmetteur qui nous donne ce coup de fouet. Donc, c'est intéressant quand on en a besoin de manière ponctuelle. Mais le problème, si on tombe dans quelque chose de trop régulier, c'est que le cerveau prend le pli de se dire « ma dopamine vient du café ». Et donc, de lui-même, il va perdre cette habitude à produire sa dopamine parce qu'il n'en a plus besoin, vu qu'on lui apporte artificiellement. Et donc, en fait, on devient accro au café parce qu'on en a vraiment besoin puisque le corps n'est plus capable lui-même de créer sa propre énergie. Donc, en fait, c'est un peu comme si le café se substituait, remplaçait le bon fonctionnement du corps. C'est ça. C'est ça. Ah oui. Et là, ça devient problématique parce qu'il y a une addiction, comme tu dis. Oui. La dopamine, c'est une hormone.
En neurotransmetteur. En neurotransmetteur. Ça veut dire quoi? C'est du coup une petite molécule qui va être produite notamment par les neurones et qui va influencer justement tout notre taux d'énergie, nos humeurs, notre concentration, nos envies alimentaires aussi. Ok. Donc par exemple le sucre, on sait aussi que souvent si on est fatigué, on va avoir plus tendance à avoir envie de manger sucré. Et donc là aussi ça peut être un cercle vicieux qui s'installe. Ok. D'accord. On va un petit peu reparler tout à l'heure du café quand on va parler un petit peu des habitudes alimentaires. Toi, dans les personnes que tu coaches, qui viennent te voir, quelles sont vraiment les erreurs d'hygiène que tu vois revenir le plus souvent? Donc du coup, il y a, je pense, cette histoire d'addiction au café. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent justifier du coup vraiment une fatigue? Oui, au niveau alimentation, il y en a plusieurs, mais je dirais que, allez, si je résume, ça va être un déséquilibre entre les apports en protéines et les apports plutôt en sucre. Et quand je dis sucre, ça va être vraiment tous les glucides, donc aussi les féculents. Oui, c'est pas juste le sucre raffiné blanc qu'on met dans le café. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah non, moi je mange pas du tout sucré », mais en fait le petit déjeuner, c'est du pain, avec peut-être une banane ou de la purée de cacahuètes. Enfin voilà, c'est pas sucré en tant que tel, on n'a pas rajouté du sucre. En fait, c'est que des glucides qui sont... C'est un de mes petits déjeuners types. Voilà, les pieds dans le plat. Voilà, on y vient. Écoute, ok, d'accord. Donc ça veut dire que c'est pas un bon petit déj, quoi. Oui, mais en fait, on en avait parlé du coup dans le premier podcast de l'importance des protéines. Les protéines, on parlait des neurotransmetteurs, c'est la source première, de matière première de production de neurotransmetteurs, d'hormones, en fait de tout le fonctionnement du métabolisme. Donc si on n'apporte pas suffisamment de protéines au corps, et souvent on associe protéines bodybuilder, c'est vraiment pas juste pour ça, mais c'est vraiment pour tout l'équilibre physiologique. Et donc si on n'apporte pas assez de protéines, là aussi sur du moyen et long terme, ça crée une fatigue et un ralentissement de tout le corps. Et est-ce que je pourrais, pour me sentir moins fatiguée par exemple, est-ce que je pourrais garder ce petit déjeuner et ajouter une source de protéines pour équilibrer, ou vraiment c'est quand même trop de glucides et il vaut mieux éviter? Non, clairement, on peut tout à fait des petits déjeuners sucrés tant qu'on a assez de protéines à côté qui équilibrent, apportent cette source-là dès le matin. Ok, donc le fait que moi par exemple le matin je prends toujours mes comprimés de spiruline, la spiruline qui est riche en protéines, est-ce que du coup ça équilibre quand même, est-ce que ça je peux continuer ce genre de petit déj? Oui, clairement. Alors la spiruline est très riche en protéines, on peut pas baser tout son apport de protéines de la journée sur la spiruline, bien sûr, mais c'est un excellent complément effectivement qui vient en apporter. Oui, tout à fait, en plus de tout le reste. Oui, bien sûr. Donc, avec quels sont les autres aliments qui contiennent des protéines? Les œufs, ça, je sais. Oui, tout ce qui est viande et poisson, à voir comment ça peut s'intégrer. Du saumon, par exemple? Oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup, alors bon, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais une sardinade. Donc, c'est des sardines avec du fromage frais en mode tapenade, comme ça. Ça passe très, très bien. On a dit les œufs, tout ce qui est oléagineux, graines. Donc on peut se faire aussi un petit déjeuner un peu comme porridge ou overnight, dans lequel on peut aussi éventuellement, pourquoi pas, rajouter une petite dosette de protéines en poudre. De nouveau, en choisissant évidemment la qualité avec le moins d'additifs possible, mais ça peut être une façon aussi d'équilibrer le petit déjeuner. On parlera aussi de petit déjeuner de toute façon, parce que ça, je sais que c'est ton dada et ton cheval de bataille. C'est ça. Donc, on y viendra parce que ça reste logique dans le thème d'aujourd'hui. Donc, tu as parlé de micronutriments. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que sont les micronutriments et leur rôle dans la gestion de la fatigue? Oui, tout à fait. Micronutriments, le terme micro, du coup, ça définit les plus petites molécules. Comparativement, on parlait les protéines, les glucides, les lipides sont les macromolécules, les macronutriments qui constituent principalement les aliments. Et les micros, ça va être tout ce qui est vitamines, minéraux, oligoéléments, qui sont tout aussi importants. Alors, c'est pas la matière première en tant que telle, comme on disait, qui va construire les neurotransmetteurs, les hormones, mais ce sont en fait des cofacteurs. Donc, ce qui va vraiment permettre d'activer toutes les réactions biologiques du corps et de faire en sorte, du coup, là aussi, d'avoir une belle vitalité. Ok. Et les vitamines, par exemple, est-ce que le corps peut les produire
de façon autonome ou c'est vraiment un apport extérieur qui est nécessaire? Oui, ce sont des apports extérieurs nécessaires. Alors, il y en a certaines qui vont s'optimiser au niveau de la flore, d'où l'importance d'avoir un équilibre aussi au niveau intestinal. Mais c'est principalement des apports extérieurs. Et on parlait des causes de fatigue et on parlait de nutrition. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant à savoir, c'est qu'au fil des années, nos sols et nos productions industrielles ont très très fort évolué. Et en fait, dans la richesse du coup des aliments de base, il y a beaucoup moins de nutriments et de micronutriments que ce qu'on avait il y a quelques années, il y a 50 ans, quand nos grands-parents cultivaient leur propre jardin, leurs propres légumes, qu'à l'heure actuelle. Et donc, c'est aussi important de savoir qu'on n'a pas les mêmes nutriments dans les légumes aujourd'hui qu'avant. qu'avant. Oui, donc c'est pas parce qu'on se dit moi tous les jours je mange des fruits, des légumes que tout est ok, qu'on ne risque pas d'avoir des carences parce qu'on a beau faire tout correctement, si on ne cultive pas soi-même, même si on cultive, j'imagine que de toute façon voilà, les sols étant appauvris, c'est ça. On ne sait pas faire de miracle. Oui. Ok. Et au niveau des micronutriments, vraiment les super alliés anti-fatigue, lesquels est-ce qu'il faudrait retenir? Alors le fer. Ok. C'est un micronutriment du coup super important. En tant que femme, du coup, avec nos menstruations, on en perd chaque mois. C'est quelque chose peut-être auquel on ne fait pas forcément toujours bien attention. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose à vérifier dès qu'on a de la fatigue, dans une prise de sang. Pas regarder juste le fer libre, mais regarder vraiment la réserve de fer, la transférine aussi. Donc voilà, demander plusieurs marqueurs pour avoir une analyse très complète. Ok, donc on a le fer libre. Oui. Et la réserve de fer. C'est ça. Tu nous expliques parce que moi, quand tu dis ça, tu vois, j'imagine du fer qui se balade partout dans notre corps. Et puis la petite réserve qu'il n'y en a plus dans le corps, hop, on en ressort. Donc, mais parce que je sais pas comment ça fonctionne. Donc, oui, alors c'est pas centralisé en une petite réserve, une petite poche quelque part, mais ça va être la réserve vraiment au niveau de nos globules rouges et de toutes nos cellules, de se dire ok, au-delà du fer juste qui voyage partout dans le sang, est-ce qu'on a suffisamment de réserve dans chacune des cellules qui est disponible pour pouvoir être utilisée au bon moment. Il y a aussi le transporteur du fer qui doit être suffisamment présent pour pouvoir l'amener aux bons endroits. Donc c'est des petites choses à regarder dans la prise de sang pour être vraiment complet et savoir comment on va pouvoir travailler là-dessus si nécessaire. Ok. Quand on a une carence en fer, on dit qu'on est anémique? Oui, justement, peut-être pas forcément. On peut avoir une carence avant d'être anémique. D'où l'importance d'aller suffisamment loin dans la prise de sang pour s'en rendre compte. Ok. Et les aliments qui sont riches en fer, par exemple? Alors, il y a tout ce qui est viande rouge, abats. Voilà. Et ça aussi, on en mange beaucoup moins. Le seul abat que j'aime, c'est le groupe de musique. Voilà, ça va, mais ces abats-là, ça ne me tente pas du tout. Et j'imagine qu'on n'est pas les seuls, du coup. Donc, clairement. Il y en a aussi dans tout ce qui est légumes verts. Oui. Mais il est beaucoup moins assimilable que dans les sources animales. Donc, quand on est dans une vraie carence en fer qui a été révélée, il est nécessaire de se supplémenter. Ok. Voilà, pour remonter le taux. Et très souvent, quand il y a une carence, rien que le fait de ramener un bon apport en fer, ça change la donne au niveau énergie. Ok. Donc le fer, le premier. Est-ce qu'il y en a d'autres? Magnésium. Oui. Celui-là, on commence un peu tôt, ça on entend parler et à le connaître. Jusqu'à présent, on a découvert qu'il intervenait dans plus de 300 réactions biochimiques du corps. Waouh, donc super important. Super important, tout à fait. Et si on fait un petit parallèle avec le stress, en fait, il y a là aussi un cercle vicieux qui se met en place, c'est que dès qu'on est stressé, on perd plus de magnésium par les urines. Ok. Moins on a de magnésium, plus on est sensible au stress. Et donc, c'est vraiment un cercle vicieux, tu l'as dit. Oui, tout à fait. Et donc là, ça va être hyper important aussi éventuellement de regarder au niveau alimentation. Bonne nouvelle, on en trouve dans le chocolat. Ah, c'est pour ça que c'est bien de manger du chocolat noir, je suppose. Oui, plus il est noir, plus il y a de magnésium. Tout ce qui est oléagineux, de nouveau les noix, les graines, les céréales complètes. Mais c'est souvent pas suffisant, en sachant qu'on est tous confrontés au stress. Et donc là aussi, ça va être intéressant de se complémenter. En spiruline, par exemple. Par exemple. Ok. Alors, fer, magnésium. Donc ça, ce sont des minéraux, les deux? Oui, tout à fait. Okay. Est-ce qu'on a des vitamines qui sont intéressantes? Là, c'est la saison. Vitamine D. Oui. C'est la vitamine là qu'on peut produire quand on s'expose suffisamment au soleil. En Belgique, notamment, c'est pas suffisant. Et même, en fait, dans les autres pays, même au soleil, il faudrait être à l'extérieur au moins 2 heures en short et t-shirt tous les jours pour imaginer qu'on produit suffisamment de vitamine D. Donc, en ayant un travail à l'intérieur, c'est impossible. Donc, il faut se complémenter aussi en vitamine D.
Donc ça, c'est une carence qui revient souvent. Ah oui, tout à fait. Et je me suis un petit peu renseignée aussi, les oméga-3, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est considéré comme un micronutriment? Oui, alors les oméga-3, ce sont des graisses, donc c'est un lipide, donc ça va être plutôt un macronutriment. Ah ok, d'accord. Mais effectivement, les oméga-3, ils sont indispensables parce qu'ils viennent balancer les autres acides gras qui sont plutôt, entre gros guillemets, délétères, en tout cas s'ils sont consommés en excès. Okay. Et donc les oméga-3 vont vraiment travailler au niveau de l'inflammation, au niveau de la fluidité des membranes, donc la réponse hormonale, la réponse des neurotransmetteurs, donc indispensable aussi, tout à fait. Donc c'est vraiment quand on est carencé dans un de ces macro ou micronutriments que la fatigue peut s'installer de façon durable. Comment tu fais, toi, quand tu consultes, pour détecter une carence? Est-ce qu'il n'y a que les analyses sanguines qui peuvent le faire ou est-ce qu'il y a des petits signaux, des symptômes qu'on pourrait, chez nous, identifier déjà, se dire « Ah là là, attention ». Alors, je ne travaille pas d'office avec des prises de sang parce que je ne suis pas médecin, donc je n'y ai pas toujours accès. Si la personne en a, c'est très bien, on va pouvoir regarder. Si, à un moment donné, c'est nécessaire, je peux la renvoyer et après, on analyse les résultats ensemble. Mais il y a effectivement quand même des signes qui sont révélateurs. Et en fait, je dirais qu'il y a peut-être plusieurs catégories aussi au niveau de la complémentation. Il y en a où on peut y aller, entre guillemets, les yeux fermés. Typiquement, la vitamine D et le magnésium, tout le monde en a besoin. Okay. Je pense que c'est 80-90% de la population qui est carencée. On sait aussi que si jamais on était en excès, c'est des éléments qui vont s'éliminer assez facilement. Donc, il n'y a pas de risque à prendre du magnésium sans avoir fait de prise de sang. D'autant plus que de toute façon, ça ne se voit pas spécialement dans une prise de sang. Okay. Donc, on peut y aller. À l'inverse, le fer, si on en a en excès, il est pro-oxydant. Donc, c'est-à-dire qu'il va venir abîmer les cellules et accélérer le vieillissement du corps. Donc ça, typiquement, le fer, on ne va jamais se complémenter sans avoir fait une prise de sang en amont. J'ai déjà entendu des personnes qui disaient « Moi, j'ai trop de fer, je risque de faire des saignées ». Oui, c'est quoi des saignées? En fait, c'est la seule façon, au niveau médical, de diminuer le taux de fer, c'est de perdre du sang. Et donc, même si la médecine est très évoluée, on a l'impression que c'est encore une pratique un peu ancestrale. Du Moyen-Âge. Oui, c'est ça. Et du coup, tu vas à l'hôpital et on te fait des saignées pour on te fait saigner. Le sang. Oui, donc, une saignée, c'est vraiment se faire saigner. Oui, c'est ça. Ça existe. Tout à fait. Ok. Bon, c'est encadré. Oui, bien sûr. Oui, il ne faut pas se faire et laisser... Ok, d'accord. Et donc, tu le disais que sur la vitamine D et le magnésium, il n'y a pas de risque de se surcomplémenter, de surdosage. Le fer, oui. Si les personnes, elles veulent être... Est-ce qu'il y a un danger à prendre des compléments alimentaires et à se complémenter? C'est vraiment ça, en fait, ma question. Oui. Oui. C'est important d'être encadré. Voilà, c'est ça que je voudrais savoir. C'est ça, parce que j'allais dire, ne me fais pas dire non plus ce que j'ai pas dit, dans le sens où on ne peut pas se complémenter de tout le temps, sans faire attention et sans prendre de recul. Je dirais que, en fait, c'est important d'être quand même accompagné par un professionnel de la santé et de nouveau de se dire... parce que c'est naturel, que c'est bon pour moi tout le temps. Et donc moi, de toute façon, comment je fonctionne, c'est que c'est par cure, avec ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques. Donc il n'y a rien qui est à prendre tous les jours de l'année, tout le temps sans arrêt. Donc c'est bien de faire des pauses, de laisser le temps au corps aussi de respirer et de retrouver son fonctionnement tout à fait naturel, sans rien, à un certain moment. Puis voilà, donc les compléments, c'est bien, c'est en vente libre. Il y a certaines choses auxquelles on peut penser effectivement de façon assez intuitive et automédication avec de gros guillemets, mais il y a d'autres choses pour lesquelles c'est bien d'avoir des conseils. Ok, on va vraiment revenir du coup sur l'alimentation, donc vraiment plus globale. On a un petit peu exploré les micronutriments, donc maintenant on va voir les nutriments du coup, non? Je sais pas comment. Oui, voilà, la nourriture. Et le premier repas de la journée, le petit-déj, donc ton cheval de bataille. Est-ce que c'est vrai que c'est vraiment le repas le plus important de la journée? En fait, tous les repas sont importants. Mais effectivement, ce que tu manges au petit-déjeuner va influencer absolument toute ta journée. Au niveau énergie, au niveau du coup, on disait concentration, etc. Mais aussi au niveau des envies alimentaires que tu vas vivre dans le courant de la journée. Parfois, on a des fringales accompagnées de coups de pompe dans l'après-midi. Et on ne fait pas forcément le lien avec ce qu'on a mangé au petit-déjeuner, alors que ça influence directement effectivement ce qu'on vit même des heures après. D'accord. Donc en Belgique,
Le petit déjeuner type qu'on entend souvent, c'est soit, tu sais, les viennoiseries, la tartine de beurre confiture, qu'est-ce qu'on a encore? Les céréales. Tu penses quoi, du coup, de ces petits déj typiquement belge, mais je pense que c'est quand même assez européen et c'est notre façon de manger le matin. Voilà, c'est quoi ton avis là-dessus? Même si je me doute, hein, mais explique-nous. Oui, la vie est assez tranchée. Mais justement, en fait, c'est totalement déséquilibré au niveau des apports, où c'est beaucoup de glucides, beaucoup là même de sucre rapide, qui en fait va créer des pics de glycémie. Donc en fait, c'est un shot de sucre qui arrive dans le sang de façon très rapide. Le pancréas qui gère le sucre produit de l'insuline, hormone qui fait rentrer du coup le sucre dans les cellules pour essayer de le gérer. Et en fait, quand les pics sont trop importants, on se retrouve avec ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Donc une hypoglycémie en réaction à ce shoot de sucre dès le matin. Donc hypoglycémie, ça veut dire pas assez, oui, alors qu'on ingurgite beaucoup de sucre. C'est ça, parce que du coup, tu as une insuline qui est produite en très grosse quantité pour essayer de gérer cet apport de sucre énorme, et à la limite, elle est produite un peu trop violemment, ce qui fait que tu te retrouves avec pas assez de sucre au final dans le sang. Et en fait, il y a un truc qui est très parlant, c'est justement si on petit déjeune avec viennoiseries, céréales, café, jus d'orange, très souvent à 11h, on n'est vraiment pas bien, parce qu'on sent qu'il faut manger, parce qu'on sent qu'on est un peu fébrile, parce qu'on a envie de remanger du sucre. Et en fait, c'est cette hypoglycémie qui fait qu'on n'est pas bien et qu'on va remanger. Et donc, en fait, c'est ce que je disais là, c'est que si on commence la journée comme ça, dès le matin, ben on va avoir ces hypoglycémies réactionnelles, pics, de trop de sucre, pas assez de sucre toute la journée, d'avoir envie de manger, d'avoir des coups de pompe. Ok, et c'est ça qui peut expliquer du coup qu'on se sent fatigué, peut-être à 16h, 17h, et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher ou de s'affaler dans le canapé parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas tenir le reste de la journée. Clairement. Et tu vois, moi, je me questionne souvent parce que on a des enfants et on leur met cette collation, tu vois, à 10h dans le cartable, ils partent avec. Et souvent, la collation que les enfants mangent à l'école, c'est encore de nouveau un petit biscuit sucré, etc. Est-ce qu'elle est pertinente, cette collation? Est-ce qu'elle est intéressante? Ou est-ce que si on prend un bon petit-déj, on peut vraiment tenir toute la matinée sans avoir besoin d'encore manger quelque chose à 10h, tu vois? C'est quoi ton avis d'experte là-dessus? Est-ce que c'est pertinent de maintenir cette collation? Pas forcément. Je pense qu'elle est pertinente chez la majorité des gens parce que justement, ils ne mangent pas suffisamment le matin et donc ils ont l'impression qu'ils ne sauraient pas tenir jusqu'au repas de midi. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on peut tenir 4 heures entre les repas principaux sans avoir faim si le repas est suffisamment équilibré. Donc après, ça va dépendre aussi à quelle heure se lèvent les enfants, à quelle heure ils mangent le matin, à quelle heure est la pause à midi aussi. Même au travail, on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir manger vraiment au bon moment pour nous. C'est cadré et ça doit se faire à ce moment-là. Et donc, s'il y a un laps de temps plus important que 4-5 heures entre matin et midi, ça vaut la peine éventuellement d'avoir une petite collation, mais peut-être de réfléchir à autre chose que le biscuit. Si en fait le petit déjeuner est suffisamment équilibré et suffisamment dense en nutriments, on devrait pouvoir tenir jusqu'à midi. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais comme petite collation saine, intéressante à mettre facilement dans le sac? Les fruits et les noix, c'est vraiment un très bon combo. Donc dans les fruits, on va avoir des fibres, des vitamines, des minéraux, un peu de sucre, mais du sucre tout à fait naturel. Et dans les noix, quand je dis noix, ça va être mélange, amandes, etc. On a nos fameux oméga 3, de nouveau beaucoup de minéraux, des fibres aussi, et les deux combinés optimisent l'assimilation de tous ces nutriments. Donc ça, c'est typiquement une très bonne collation. Ok, super. Comment est-ce qu'on pourrait construire un petit déj idéal pour lutter contre la fatigue et pour être plus en forme? Est-ce que tu peux nous donner plusieurs exemples pour essayer de toucher les personnes qui vont peut-être préférer manger salé, celles qui vont préférer manger sucré, entre guillemets? Oui, tout à fait. Je dirais que la première chose, c'est de changer un peu notre vision de ce repas. Et au lieu très souvent de partir du glucide, c'est la tranche de pain, le bol de céréales, et puis on vient rajouter quelques petits... Quand tu dis, excuse-moi, glucides, c'est sucre? Oui, c'est ça. Voilà. Mais même sous forme féculent. Le pain, c'est du sucre, c'est des glucides. Et plutôt de d'abord réfléchir à ma protéine, qui va être la source principale de mon repas, et le reste qui vient alors plutôt en accompagnement. Ok. Donc, comme on le disait, ça peut être des œufs,
Ça, on en parlait aussi dans l'épisode la dernière fois. Il y a un peu un mythe autour des œufs, de dire attention, pas trop d'œufs, c'est beaucoup de cholestérol. En fait, ça dépend de la qualité de l'œuf. Donc, si l'œuf est de qualité bio, Columbus, les poules du jardin, ça va être en fait du bon cholestérol qui vient équilibrer, entre guillemets, le cholestérol plus délétère. Donc, on peut manger des œufs toute la semaine sans aucun problème. Ok. Ça peut être du saumon, ça peut être du fromage si on tolère les produits laitiers. Quel type de fromage? Parce qu'il y en a tellement. Oui. Tous? Oui. Ok. En fait, moi, je dis toujours, on peut manger de tout tant qu'on varie. Ok. Donc, si tu manges du fromage tous les jours, bon, peut-être qu'à un moment donné, ça va être excessif et qu'on peut regarder au niveau de la concentration en matière grasse, etc. Mais si tu alternes tes petits déjeuners et que tu composes avec d'autres choses comme le saumon, qui est plutôt des oméga-3, qui viennent compenser peut-être le gras du fromage un peu plus saturé, c'est OK parce que ça s'équilibre. Et alors, quand je dis fromage aussi, c'est pas juste la petite tranche de fromage qu'on vient mettre sur son pain. Sur le pain, oui. C'est vraiment le bloc de fromage qui va peser, qui va être consistant et qui va apporter du coup suffisamment de protéines. Ok. Ne pas hésiter aussi à combiner les sources de protéines. 2 œufs avec une tranche de saumon, avec un petit morceau de fromage. Là, ça devient vraiment intéressant en termes de nutriments. Donc ça, c'est plutôt si on veut partir sur du salé. Oui. Il y a tout ce qui est aussi houmous, c'est vrai, légumineuses, Oui. qui sont aussi riches en protéines. Et puis si on veut partir sur quelque chose de plutôt sucré, alors sucré de nouveau entre guillemets, mais saveur sucrée, on va avoir les porridge, on va avoir les puddings de chia, Oui. les yaourts aussi qu'on peut faire, on entend beaucoup parler du skyr, Oui. Yaourt qui va être bien riche en protéines, avec des noix, avec des graines, avec quelques fruits. On peut mettre un peu de chocolat noir fondu dessus, c'est bien. Tout à fait, oui. pour notre magnésium. Voilà, c'est ça, mais en se disant que le plus important, c'est ce qui apporte des protéines, donc c'est ce qui doit être le plus présent dans l'assiette. Ok, d'accord. Et on revient sur nos protéines en poudre qu'on peut ajouter dans ces petits déjeuners comme ça, saveur sucrée, pour vraiment avoir une belle consistance. Ok, et moi, tu vois, je suis vraiment une grande fan de pain. Oui. Est-ce que tous les pains se valent ou est-ce qu'il y a des pains, du coup, qui sont vraiment à conseiller voilà, tu pourrais me dire, Cindy, ça va, t'as encore le droit de manger le pain, ce pain-là le matin. Enfin, voilà. Oui. Parce qu'on est des consommateurs de pain, en fait, dans notre culture. Clairement, tout à fait. Tous les pains ne se valent pas. Ok. Et très bonne nouvelle aussi, en fait, tu peux continuer à manger du pain. Il n'y a rien qui est interdit, c'est juste la place que tu vas lui donner dans ton assiette. Et au niveau de ce qui serait à privilégier, c'est peut-être déjà le pain au levain. Ok. En fait, le levain, c'est quoi? C'est une forme de levure, donc ça remplace la levure, et c'est une farine qui est vraiment fermentée. Et en fait, ce qui va être très intéressant dans cette fermentation, c'est que le pain est déjà, entre guillemets, prédigéré. Donc ça va être vraiment intéressant au niveau de la digestion, au niveau de notre microbiote avec toutes nos bactéries intestinales. Donc plutôt privilégier le pain au levain. Et la farine d'épeautre est très intéressante parce qu'elle est à IG bas. Oui, ok. Moi, je connais, mais tu peux peut-être expliquer du coup pour les personnes qui nous écoutent. On parlait de pic d'hypoglycémie réactionnelle et du coup de l'impact du sucre sur la glycémie qui augmente. L'épeautre, donc le pain à l'épeautre, va moins influencer la glycémie, donc va éviter qu'on ait ces pics d'hypo dans la journée. Épeautre, petite épeautre, c'est la même chose? Le petit épeautre est encore moins riche en gluten, donc Okay. Là aussi, si on a des attentions particulières à avoir, on peut diriger vers le petit épeautre. Nous, tu vois, à la maison, on consomme que du pain au levain. Par contre, c'est un budget. Oui. C'est beaucoup plus cher. Et question pour les personnes, tu vois, qui n'ont pas les moyens de prendre ce pain et qui vont au supermarché et qui se retrouvent finalement face à un choix réduit. Est-ce que dans les pains qu'on peut trouver au supermarché, tu as le pain blanc, puis tu as le gris, le mi-gris, le pain aux graines. Est-ce que là, il y a une vraie différence significative entre les pains qu'on peut trouver au supermarché ou tant pis, pain blanc ou pain complet du supermarché, c'est la même chose? Oui, je dirais d'abord par rapport à la question du prix, c'est que très souvent, du coup, quand on rééquilibre son assiette et qu'on rajoute d'autres choses principales à côté du pain, on en mange moins. Donc en fait, le pain au levain, il est aussi beaucoup plus consistant, beaucoup plus rassasiant.
Et donc, on ne va pas avoir la même dépense en termes de quantité de pain blanc que de pain au levain. Donc, c'est peut-être déjà aussi quelque chose de se dire, c'est OK, j'investis dans mon pain au levain, si c'est possible, évidemment, et je sais que j'en mangerai moins, et alors ça devient vraiment mon petit plaisir, où c'est une tranche pendant le petit déjeuner. Et pour la question du pain, du coup, en grande surface, évidemment, privilégier tout ce qui est plutôt gris, aux céréales complètes, aux graines qui vont apporter des fibres et être plus intéressant au niveau glycémie. Oh, parce que le pain blanc, c'est vraiment la cata. Oui. Oui, on peut le dire, hein, on peut le dire. Oui, et en même temps, ben voilà, de temps en temps, on mange un sandwich, on aime bien la bonne baguette blanche, c'est tout à fait OK. Mais c'est beaucoup plus là dans le quotidien, privilégions plutôt ce qui est riche en graines. Il y a des petites infos qui circulent en disant une demi-baguette blanche, c'est comme si tu mangeais 15 morceaux de sucre. C'est vrai, c'est comparable. Enfin, Mais en fait, oui, c'est de comprendre que quand on parle de glucides, de féculents, etc., même si les aliments ne sont pas sucrés, dans le corps, ça se décompose molécules de sucre réellement. Et donc, en fait, l'information et l'apport d'une baguette blanche va être tout à fait équivalente à du sucre parce que dans le corps, ça se décompose et c'est utilisé comme du sucre. Ok, c'est intéressant. Merci Flavie. Donc on parlait d'un petit déj idéal, mais il y a des personnes qui se lèvent le matin et disent moi j'ai pas faim, je mange pas, ou je jeûne parce que je veux perdre du poids, je veux faire un reset de mon corps. Qu'est-ce qu'on dit à ces personnes qui disent moi le matin je ne veux pas manger, soit parce que j'ai pas faim, donc ça c'est un cas, soit parce que je fais un jeûne, c'est encore un autre cas. Du coup on peut traiter les deux. Celui que tu veux d'abord. Je te laisse au choix. C'est mon deuxième cheval de bataille. Ok. Cette idée du jeûne intermittent. En fait, le jeûne intermittent peut être intéressant dans certaines circonstances. Peut-être pour ceux qui ne sont pas au clair avec ce que c'est le jeûne intermittent, c'est l'idée de laisser une longue fenêtre dans la journée durant laquelle on ne va pas manger. Et donc, très souvent, c'est de manger principalement le repas du midi et le repas du soir et de sauter le petit déjeuner. D'autant plus qu'on a cette question de perte de poids. Ça semble intéressant parce qu'on se dit « Ah bah super, je vais toutes les calories d'un repas, donc ça peut être intéressant pour moi. » Et en fait, c'est une fausse bonne idée. Surtout, je reviens avec nos femmes, surtout pour nous les femmes, parce qu'en fait, on se rend compte que toutes les études qui ont été faites sur le métabolisme, sur l'intérêt de la perte de poids, ont été faites sur des hommes. D'accord, donc il n'y a rien qui prouve, parce qu'on ne fonctionne pas du tout de la même façon, les hommes et les femmes. C'est ça. Et en fait, pour notre métabolisme à nous, ça va être beaucoup plus vécu comme un stress vraiment physiologique de manque d'apport pour le corps. Et sur du moyen à long terme, le stress favorise le stockage. Donc certes, on apporte moins de calories, mais en fait, sur du long terme, on va ralentir notre métabolisme et augmenter le stockage. Oui, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et même si on fait ce jeûne le soir, c'est la même chose ? Alors, c'est moins impactant, c'est moins dramatique, mais l'idée, ça va être, oui, d'amener en fait le même apport calorique dans la fenêtre d'alimentation autorisée. C'est hyper important pour nous d'avoir de quoi fonctionner dès le matin, et puis idéalement manger effectivement plus léger le soir. Ça, c'est une bonne habitude de toute façon pour tout le monde. Mais donc voilà, jeûne intermittent le matin, vraiment à éviter. Pour nous, au niveau hormonal et cycle, c'est pas idéal. Ok, et ça peut expliquer aussi qu'on se sent plus fatigué ? Oui, parce qu'on revient avec cette idée des protéines qui servent aux neurotransmetteurs, à notre dopamine qui donne l'énergie le matin. En fait, si on n'apporte rien au corps le matin, il n'a pas de quoi créer sa dopamine, et donc ça a vu de la fatigue. Ok, donc jeûne intermittent pour toi, c'est pas top. Oui, tout à fait. Et du coup, ça permet de switcher sur la deuxième question, de dire si j'ai pas faim, qu'est-ce que je fais ? C'est un peu trouver le juste milieu entre d'un côté, je m'écoute et je vais pas me forcer, et d'un autre côté, le fait de ne pas avoir faim le matin, pas forcément bon signe. Ok, d'accord. Donc pour moi, je poserais des questions de se dire tiens, est-ce que peut-être justement, je suis pas un peu décalée dans mon fonctionnement et je mange trop lourd le soir ? Est-ce que ma digestion est pas un peu ralentie, ce qui fait que le matin, en fait, mon tube digestif n'est pas forcément vide et prêt à accueillir un petit déjeuner ? Donc ça, c'est la première chose. Et ça peut être aussi le signe déjà d'un système nerveux perturbé, hyper stimulé, avec un cortisol, donc l'hormone du stress. Oui, dont on entend beaucoup parler. C'est ça. Un peu trop élevé, qui impacte du coup les sensations de faim. Et donc en fait, le fait de ne pas avoir faim le matin peut aussi être un signe déjà d'un cortisol trop élevé. Ok, donc quand on n'a pas faim le matin, physiologiquement, c'est pas normal. Oui. C'est qu'il y a quelque chose à aller creuser. Donc on peut pas dire oui, mais moi je suis habituée comme ça, mais moi je suis faite comme ça, c'est ainsi. Non. Oui. Peut-être que le corps s'est habitué. C'est ça.
mais en tout cas, c'est pas... Il y a quelque chose peut-être à corriger Oui, dans un tel à fonctionnement. creuser. Oui, c'est ça. Ok. Et donc peut-être, moi au début, souvent, ce que je conseille, c'est de reprendre tout doucement l'habitude d'amener de l'alimentation le matin. Donc peut-être pas au saut du lit à 6 heures, mais avoir une collation peut-être alors à 10 heures, avec de nouveau un aliment bien protéiné pour un peu relancer la machine tout doucement et le métabolisme. Parce que la façon dont on casse notre jeûne, donc dont on déjeune, elle est super importante aussi. Si on fait le jeûne, enfin qu'on mange pas le matin et qu'on mange à midi, mais qu'on mange un sandwich par exemple, ça n'a aucun sens. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment contre-productif x2. Ok. Après, j'ai vraiment, quand je t'écoute, cette sensation que la naturopathie, c'est vraiment de la prévention, ça c'est sûr, mais que c'est quelque chose qui se ressent sur le long terme. Donc, c'est pas parce qu'on fait tout bien que directement on va plus se sentir fatigué, on va se sentir en pleine forme. Donc, c'est vraiment des habitudes à ancrer et on voit les résultats sur le long terme. Oui, tout à fait. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est ça fait combien de temps que tu as cette habitude-là? Ça fait combien de temps que tu nourris peut-être pas suffisamment ton corps? Ça fait combien de temps que ta fatigue est installée? C'est normal que ça se remette pas en place en une semaine. Donc, c'est vraiment être patient par rapport à son corps et lui laisser le temps de retrouver son équilibre. Et donc, du coup, pour rebondir là-dessus, par rapport au fait qu'on ait des effets qui prennent plus de temps contre les effets rapides, et les gens aiment en fait avoir ces effets rapides. Je pense au café, voilà, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Le café le matin, tu sais que si tu es fatigué, tu bois un café, bam, tout de suite, tu vas ressentir l'énergie. Moi, je voudrais vraiment ton avis sur toutes ces boissons énergisantes, café, Red Bull. Enfin, je sais pas si je pouvais citer de marque, mais bon, c'est pas grave. C'est mon podcast, je fais ce que je veux. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre en boissons énergisantes? Parce que moi, j'en consomme pas, donc je ne sais pas. Mais après, le Nalou, enfin oui. Le quoi? Le Nalou. Oui, Nalou, voilà, tout ça. Après, on parle aussi beaucoup d'alternatives comme le matcha pour le matin. Voilà, on parle aussi pas mal d'un champignon qui remplace le café. Voilà, je t'écoute. Toutes ces boissons énergisantes ont vraiment le même effet, c'est qu'elles fonctionnent en venant stimuler le système nerveux et mimer la dopamine. Donc, on a, comme pour le café, ce petit attention de se dire, il ne faut pas que ça vienne remplacer ma propre production de dopamine. Donc, attention à pas être dans la surconsommation. Après, il y a quand même 2 catégories. Je vais dire les boissons plus naturelles, matcha, café noir, boissons aux champignons adaptogènes. Et puis, toutes les boissons hyper industrielles qu'on a citées, où en fait, en plus d'avoir un effet sur la physiologie, tu te bouffes un tas d'additifs avec des édulcorants, des colorants, des conservateurs, et où ça, c'est vraiment un travail supplémentaire pour le corps d'éliminer toutes ces molécules de synthèse, notamment par le foie. Donc ça aussi, sur le long terme, ça a un impact vraiment, vraiment délétère. Donc ça, bon, vraiment à éviter. Un gros stop, voilà, une grosse carte rouge, on n'en veut pas. Oui. Et puis par contre, du coup, par exemple, entre café, matcha, autres boissons, effectivement, on peut quand même faire aussi un peu des préférences. Typiquement, donc le matcha, ce qui est intéressant, c'est que c'est un thé vert qui va contenir un tas d'antioxydants, un tas de polyphénols, donc aussi des micronutriments qui sont vraiment intéressants pour la santé générale. Et donc, voilà, à privilégier, par exemple, par rapport à un café. Et en même temps, il y a des études aussi qui montrent que dans le café, il y a des antioxydants et des bienfaits à petite dose. Donc, voilà, c'est pas un non catégorique, mais c'est peut-être choisir aussi le bon moment pour le consommer. C'est quoi le bon moment? Donc, c'est-à-dire pas à jeun. Idéalement, un petit peu après, voire 1 heure après le petit déjeuner. Ok. Et c'est quoi des quantités raisonnables? Le café, bon, on a un peu toute une sensibilité qui est différente. D'une personne à l'autre, on va sentir qu'au bout de 3-4 tasses, on est un peu plus irritable, un peu plus nerveux, etc. Donc ça, c'est vraiment la limite. Moi, je dis 1 par jour, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui, ok, d'accord. tout à fait. Qu'est-ce qui fait que quand les personnes boivent du café, elles commencent peut-être à avoir des palpitations? Moi, je n'ai jamais bu de café, tu vois, je ne consomme pas, j'aime pas ça. Voilà, je côtoie des personnes qui boivent du café et c'est vrai qu'elles ont ce truc d'être plus irritables et de dire je me sens pas bien dans mon corps parce que je sais pas ce que produit le café, ce qu'il fait. Oui, en fait, la caféine, c'est une molécule que le corps n'apprécie pas spécialement. Et donc, en fait, quand tu bois un café, c'est un peu branle-bas de combat à l'intérieur pour vite
éliminer cette molécule. Donc ça a ce côté aussi énergisant par ce fonctionnement. Ok. C'est que le corps réagit en fait pour éliminer la caféine. Et donc c'est ça qu'après un certain taux, c'est trop. Le corps ne gère plus et donc ça crée des palpitations, ça crée des déséquilibres. Il y a un autre élément aussi, c'est qu'on parlait du stress qui augmente l'élimination du magnésium. Le café a cet effet-là aussi, qui vient puiser dans toutes nos réserves minérales. Et donc, si on est stressé, si on consomme du café, il faut absolument prendre du magnésium à côté. Ok, oui, c'est vraiment un cercle vicieux. Et les cafés décaféinés? Alors, c'est jamais décaféiné à 100%. Donc, il y a toujours un peu de caféine qui reste. Un autre problème, c'est que le fait de décaféiner les grains de café, c'est un mécanisme chimique industriel. Parfois, du coup, tu te retrouves avec des traces de molécules aussi pas forcément Oui, on n'a pas envie d'avoir. Oui. C'est ça. Donc voilà, si on aime de temps en temps, pourquoi pas, mais c'est pas... Ok, donc le café, ok, mais pas trop, quoi. Oui, c'est ça. Ça peut rester vraiment un plaisir. Voilà, un par jour, c'est ok, mais à partir d'un certain taux, c'est de se dire aussi qu'est-ce que je cherche à compenser. Est-ce que je travaillerai pas en fait sur le fond du problème? Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui nous écoutent parce que on est dans une société où on consomme énormément de café au lieu du coup de mettre l'accent sur le petit-déj, sur l'alimentation. Ok, c'est bien de pouvoir être éduqué à ça et de comprendre comment ça fonctionne. Donc franchement, j'adore. Merci Flavie. Donc là, on a parlé plutôt petit-déj, donc premier repas. Le déjeuner, donc en Belgique, on appelle le dîner, le lunch. Il est important aussi. Moi, je rencontre beaucoup de personnes. On va souvent manger à midi et elles me disent mais moi c'est bon là mon après-midi elle est foutue et je serai plus productive, j'ai qu'une envie, c'est d'aller faire la sieste. Alors on dit c'est la faute à la digestion. Voilà, qu'est-ce qui est un faux, qu'est-ce qui est un tox, comment on peut avoir un lunch qui va nous permettre de tenir le reste de la journée. Oui, il y a effectivement deux éléments à prendre en considération. La digestion, c'est vrai qu'elle peut prendre pas mal d'énergie à notre corps et du coup faire que nous, on est un peu moins alerte après le repas. Maintenant, si la digestion est optimale, on ne doit pas avoir un coup de pompe et on ne doit pas forcément avoir envie d'aller faire une sieste. Ok. Donc, c'est peut-être qu'il y a travailler sur ce pan-là aussi. Puis, il y a la composition de l'assiette. Et là, de nouveau, très souvent, quand on a comme ça un coup de barre, c'est parce que soit le repas était trop lourd, trop consistant. C'est justement, on va au resto, on prend entrée, plat, dessert, des éléments très gras. C'est normal qu'on soit plus fatigué parce que du coup, la digestion prend encore plus d'énergie. Mais sinon, de manière générale, de nouveau, c'est cet équilibre entre les différents aliments qui va être important. Donc, de nouveau, avoir beaucoup de protéines qui va vraiment nourrir, caler aussi au niveau satiété. On n'a jamais trop de protéines, en fait. Pas au niveau alimentaire. Ok. Bon, à part les personnes qui mangent des steaks énormes de 300 grammes tous les jours, mais sinon, on a souvent tendance à être plutôt carencé en protéines. Ok, donc des protéines dans l'assiette. De nouveau, une bonne portion de glucides, de féculents, et que ce soit pas l'élément principal de l'assiette. Pas des pâtes, quoi, c'est ça? C'est ça. Ou en fait, ça peut être des pâtes, mais alors avec une bonne sauce pleine de légumes, un bon apport de viande aussi ou d'autres protéines qui vient équilibrer en fait l'assiette, et suffisamment de légumes avec des fibres, avec des vitamines qui vont aussi être hyper importants au niveau satiété et au niveau énergie. Ok, donc du coup je réfléchis, mais le sandwich qu'on mange, voilà, c'est vraiment pas, c'est pas l'idéal et c'est pourtant le déjeuner, le dîner d'un bon nombre de personnes. Oui, parce que c'est facile, parce que c'est rapide, mais là, de nouveau, en fait, si on regarde le sandwich, l'élément principal, c'est le pain. Oui. Et est-ce qu'on peut remplacer, si on remplace la baguette, le pain comme ça par des wraps, par exemple, ou ces alternatives, est-ce que c'est mieux ou est-ce que ça change rien et autant se faire plaisir sur une bonne baguette? Ça dépend. De nouveau, si c'est pour une fois de temps en temps à la bonne baguette parce qu'on est à l'extérieur, très bien. Mais si c'est tous les jours, c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir à des alternatives. Le wrap en est une. Oui, on le dit comme on a envie. En est une très bonne parce que du coup, c'est beaucoup plus fin. Souvent, on met beaucoup plus à l'intérieur et donc on arrive à un meilleur équilibre protéines, légumes, féculents. Et si on a faim dans l'après-midi, qu'on sent qu'on a vraiment un coup de mou, qu'on se dit je vais pas tenir, qu'est-ce qu'on peut de nouveau manger sur le pouce, tu vois, quelque chose de rapide, de nouveau peut-être des fruits et des oléagineux ou
je sais pas moi, un œuf dur. Voilà. C'est quoi la solution facile quand on a cette fringale qui arrive, ce coup de mou dans l'après-midi? Là, du coup, on parlait de la collation du matin. Celle de l'après-midi, elle est souvent beaucoup plus conseillée, voire même indispensable, parce que entre le repas du midi et le souper, le dîner du soir, le laps de temps est souvent beaucoup plus long. Oui. Et donc, en fait, on a plus de 4 heures. Oui. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir un moment. Alors, ce que je conseillerais, justement, c'est d'en faire un moment. De pas tomber dans le truc de « Ah, j'ai faim, donc je vais grignoter un peu ceci, un peu cela. » Et puis, en fait, on se retrouve dans l'après-midi à avoir mangé beaucoup sans avoir l'impression de s'être vraiment rassasié. Donc, vraiment faire du goûter un repas, un vrai repas. Clairement, Ok. tout à fait. Et du coup, prendre ce moment de pause, manger aussi idéalement en conscience, etc. Mais voilà, avoir ce moment goûter, c'est le moment aussi à savoir où le sucre est le mieux géré et le plus intéressant dans le corps. Donc, si on a envie d'une barre chocolatée, c'est le moment. Mais pas tous les jours. C'est ça. Mais du coup, voilà, c'est le moment aussi où on peut manger effectivement des fruits, du chocolat noir, tout ce qui est dattes, etc. Très intéressant aussi. Oléagineux, ça peut être un yaourt, ça peut être aussi un petit biscuit fait maison avec du bon sucre complet. Donc voilà, c'est le bon moment et c'est intéressant de l'avoir. Et si des personnes ont faim, voilà, justement, pour le goûter, mais vraiment le sucré, ça ne les tente pas du tout, est-ce qu'on peut en faire un vrai repas salé? Oui, tout à fait. Un peu en mode apéro healthy. Ça peut être des bâtons de carottes, de nouveau dans du houmous. Ça peut être un œuf cuit dur, comme tu disais. Ça peut être un petit snack comme ça, un morceau de fromage. Et du coup, le fait d'avoir un goûter assez consistant, ça va faire aussi que peut-être on mange moins le soir. Tu disais, je t'entendais dire que il fallait manger des féculents à midi. Mais par contre, on a cette idée reçue de pas de féculents le soir. Qu'est-ce qu'on mange alors le soir? Oui, tu l'as très bien dit, c'est une idée reçue qui mérite aussi peut-être d'être un peu déconstruite. Les féculents ne font pas plus grossir parce qu'ils sont mangés à 19h plutôt qu'à 17h. Donc, c'est pas l'heure à laquelle on mange les féculents, mais c'est la quantité de féculents sur la journée. Donc en fait, si depuis le matin à midi, au goûter, on a réfléchi à notre apport en pain, à notre apport en pâtes, etc., c'est tout à fait normal et même conseillé de manger aussi des féculents le soir dans une portion raisonnable et équilibrée. Et donc voilà, le soir peut-être vraiment s'écouter, manger à satiété, pas trop. Et comme tu le disais très bien, le fait d'ajouter un goûter fait qu'on arrive à table le soir beaucoup moins affamé, donc on est plus prêt aussi à se respecter et à écouter nos sensations. Le dessert le soir, le petit dessert sucré, est-ce que ça peut perturber le sommeil et donc du coup augmenter la fatigue? Conseillé, pas conseillé? Ça dépend de nouveau un peu quel dessert, quelle quantité de sucre. Le petit carré de chocolat avant d'aller dormir avec une petite infusion, idéal. Ah ça va faire plaisir à quelqu'un que je connais très bien, qui mange tous les jours son petit carré de chocolat noir. C'est ça, et de nouveau, en fait, il faudrait pas se l'interdire, parce qu'on dit c'est du sucre, un carré, enfin, c'est rien du tout. Et de nouveau, dans une alimentation qui est équilibrée, c'est très bien. On a beaucoup parlé de nourriture. En plus, tu bois maintenant, donc c'était timing parfait. Est-ce qu'on l'a répété ou pas? Même pas. L'hydratation, c'est quoi son rôle dans notre fatigue? Hydratation, tellement importante et tellement sous-cotée. En fait, toutes nos cellules sont faites d'eau et baignent dans l'eau. Donc, si on n'apporte pas suffisamment de quoi entretenir la qualité de cette eau intracellulaire et le bon fonctionnement, de nouveau, des échanges de neurotransmetteurs, d'hormones, etc., c'est normal qu'à un moment donné, tout le métabolisme soit ralenti et on ait simplement la tête un peu plus embrumée, un peu du mal à se concentrer, des maux de tête quand on est déshydraté. Et donc, rôle aussi effectivement très important. C'est combien une bonne hydratation? Il n'y a pas de règle absolue. On peut calculer déjà par rapport à notre corpulence, à notre poids. Ça va dépendre aussi de l'activité physique qu'on fait. Je refais le petit calcul dans ma tête pour ne pas dire de bêtises, mais je pense que c'est du coup 30 millilitres par kilo de poids par jour. Ok, d'accord. Donc comme ça, on a une petite idée. Donc si on fait 50 kilos, 1,5 litre. C'est ça. Ok, voilà. d'accord. Je suis bon dans mes chiffres.
Oui, mais je suis pas décimales. du tout douée en maths, mais celui-là, il me paraissait assez C'est ça. facile. Donc, Oui. Donc en fait, on se rend compte que dès qu'on fait plus de 50 kilos, en fait, il faut boire plus et qu'un oui. litre et demi. D'autant plus en hiver, c'est un peu plus compliqué d'y penser. Donc ça, je pense que c'est aussi une bonne première action à essayer de mettre en place, c'est de s'hydrater suffisamment. Si je reprends encore notre fameux café, le café déshydrate. Donc en fait, dès qu'on boit un café, il faudrait boire, comme on sert en Italie, Oui. un verre d'eau en plus à côté pour équilibrer. Et ce verre d'eau ne compte pas encore dans notre litre et demi d'hydratation. Ah oui, parce qu'il est juste là pour compenser le café, C'est ça. en fait. Tout à fait. Ok. Oui. Et oui, donc quand tu dis hydratation, c'est uniquement l'eau. Oui. Les thés, ça compte? Non, le thé a le même effet diurétique que le café, donc a tendance plutôt aussi à déshydrater. Donc on le boit vraiment pour le plaisir et pour ses effets au niveau des plantes, mais pas pour l'hydratation. Après, voilà, si on se fait une infusion froide avec un peu de gingembre, un peu de citron, c'est ok, ça apporte du goût et ça reste hydratant. Mais voilà, évidemment, tout ce qui est soda, etc., n'hydrate pas. Et est-ce que les sodas, justement, peuvent avoir un impact sur notre énergie et sur notre fatigue? Oui, clairement. De nouveau, par ce même mécanisme de glycémie, soit c'est un soda vraiment sucré et du coup, ça va faire des pics de glycémie qui risquent d'amener des hypos et donc de la fatigue. Soit c'est des sodas qui sont riches en édulcorants. Et en fait, l'édulcorant, donc c'est pas du sucre, ça apporte le goût sucré. Genre le Coca Zéro, quoi. C'est ça. Mais en fait, ça donne la même information au corps de voilà du sucre. Donc, il va quand même produire de l'insuline pour essayer de gérer ce sucre, sauf qu'il n'y a pas d'apport de sucre. Et donc, en fait, ça crée encore plus un déséquilibre, des hypos aussi. Et donc, l'envie de sucre à un moment donné dans la journée pour pouvoir compenser. Va revenir. Donc, on a beaucoup parlé d'alimentation, on vient de parler de boissons. Est-ce que tu as d'autres astuces qui permettent de recharger ses batteries dans la journée si on a un coup de mou? Sortir s'aérer, méditer, faire une micro-sieste. Oui, je pense que tout ça, c'est des petites techniques que chacune peut essayer pour voir un peu ce qui lui convient. Je dirais la respiration. C'est aussi quelque chose qui est assez sous-coté. On a tous tendance à respirer de façon très, très courte. En fait, quand on est dans une tâche, quand on est au travail, quand on est occupé, on ne pense pas à notre respiration. Et donc, on n'utilise pas ce plein potentiel. Respiration qui est aussi super importante, du coup, pour l'énergie. Et le fait de conscientiser, ne serait-ce que d'inspirer, d'expirer de façon plus profonde, ça va avoir un effet très calmant sur le système nerveux. Et donc, ramener un peu plus d'équilibre et aider aussi au niveau énergie. J'ai cette petite phrase là que j'ai déjà entendue plein de fois qui me revient en tête, c'est plus par rapport à l'activité physique, moins on en fait et plus on est fatigué. C'est vrai ça? Il y a des formes d'activité physique qui sont plutôt régénérantes. Je pense que le corps a besoin d'être mis en mouvement. Et je ne sais pas quel est ton rapport au sport et si ça va te parler. Joker. Mais voilà, souvent on se sent bien après une séance de sport. Oui, complètement. C'est difficile d'y aller, mais après voilà, on se sent bien. Tu as eu des endorphines, des énergies positives, des hormones stimulantes, donc ça fait du bien, le corps se sent bien. Tu rentres dans une dynamique aussi où quand en fait tu as envie d'y retourner, du coup il y a un cercle vertueux là qui se met en place. Maintenant, attention, aussi dans cette notion un peu de perte de poids, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui font trop. Donc quand on est sur un système nerveux qui est déjà limite épuisé, limite sursollicité, retourner faire du crossfit, des jogging, des hits, ça peut avoir un côté encore plus fatigant. Okay. Donc je dirais vraiment adapter aussi l'activité en fonction de notre énergie du moment, éventuellement de nos cycles, aussi de nos hormones. Ça peut être vraiment intéressant. Mais vraiment de se dire, voilà, quand on est fatigué, on a tendance à vouloir s'affaler dans le canapé, à ne rien faire. Mais ce serait une meilleure idée de se dire, je vais marcher une demi-heure, par exemple. Ce serait plus bénéfique que de se reposer assise. Ça dépend. Si tu as vraiment besoin de vrai repos, je dirais vraiment dormir, faire une sieste, rallonger peut-être la nuit, ça peut être nécessaire et permettre au corps de se régénérer. Maintenant, effectivement, si c'est pour être dans le canapé à scroller sur son téléphone, là, ça ne régénère pas. Donc, autant aller dehors, respirer, prendre l'air, prendre la lumière. Parce que du coup, lumière aussi. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important à mentionner. C'est au niveau de notre synchronisation entre jour et nuit, avec tous les écrans, surtout notamment le soir, ça perturbe très clairement le sommeil et l'énergie. Et à l'inverse, le fait de ne peut-être pas être suffisamment exposé le matin,
ça peut aussi impacter notre énergie de la journée. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel on peut faire attention. Et quand on dit qu'une sieste de 20 minutes suffit pour repartir avec plein d'énergie, c'est vrai? Oui, c'est vrai que ça peut être un petit reset qui peut faire du bien. Maintenant, tout le monde n'est pas capable de juste s'endormir. Oui, c'est ça. Un peu sur commande. Là. Allez, hop, je dors 20 minutes, je me réveille, je repars en pleine forme. Mais on n'a pas besoin de faire une longue sieste pour recharger un peu ses batteries. Ça peut être assez court. Et le risque aussi de la longue sieste, c'est que du coup, on peut venir perturber le prochain cycle de sommeil. Et donc, c'est pas forcément adéquat et idéal. Et les bonnes habitudes avant d'aller dormir, ou les bonnes habitudes aussi à intégrer dans sa chambre, tu vois, pour que le sommeil soit vraiment régénérateur et qu'on puisse se réveiller pas fatigué. Plus au niveau de la pièce, ça va être une chambre aérée, une chambre pas trop chaude. On dit souvent autour de 18 degrés, c'est l'idéal. Donc, pas mettre le chauffage dans la chambre. Une bonne habitude aussi, c'est vraiment d'essayer que la chambre et le lit soient juste les endroits pour dormir. Et donc, pas faire plein de choses dans son lit. Sinon, là aussi, le cerveau est perturbé et on n'a pas une routine qui se met en place par rapport au sommeil. On parlait de repas un peu plus légers. Idéalement, pas du coup manger juste avant d'aller se coucher. 2 heures avant, c'est bien. Et puis, on peut mettre en place des petits rituels. Par exemple, la petite infusion, une activité un peu plus calme, la lecture. Voilà. Ok, pas d'écran, quoi. Ça, c'est vraiment à déconseiller. Oui. On va tout doucement terminer sur un petit jeu conseillé ou déconseillé. Donc, j'ai repris des habitudes pour avoir ton avis. Donc, après, on a déjà répondu à certaines, mais sauter le petit-déj. Déconseillé, ça, on a bien compris. Déjeuner salé. Enfin, petit déjeuner salé, pardon. Oui, conseillé. Et en même temps, je dirais attention, parce que c'est pas parce qu'on déjeune salé qu'on a suffisamment de protéines. On le disait, la tartine avec juste la petite tranche de fromage qui fait 5 grammes, c'est pas suffisant, c'est pas assez. Donc, oui, conseillé, à condition que ce soit protéiné aussi. Une collation à 10 heures. Déconseillé ou conseillé en fonction de le laps de temps qu'il y a entre le petit déjeuner et le repas de midi. Un verre de jus de citron le matin à jeun. Pas d'intérêt. Enfin, oui, pas de... Ni conseillé, ni déconseillé. C'est si ça plaît, oui, pourquoi pas. Ça amène un peu de vitamine C, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui va changer la donne. Prendre un super aliment type spiruline. Conseillé. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est vrai qu'on en a lancé des petites bribes, mais sans en parler vraiment. La spiruline, c'est un condensé de nutriments. Autant les macros, du coup, parce qu'on a cet apport en protéines, que les micros, avec un panel de vitamines et de minéraux qui sont super intéressants. Donc, on conseille parfois de prendre des multivitamines. Moi, je préfère dire prenez de la spiruline parce que c'est naturel et il y a tout ce qu'il faut dedans. Ok. Un fruit pour le goûter, donc un fruit seul pour le goûter. Oui, conseillé, mais je rajouterais du coup une petite poignée de noix. Boire des eaux aromatisées. Ça dépend aromatisé à quoi. Si c'est nous-mêmes, on a fait notre petite popote avec le jus de citron, le gingembre, la menthe, conseillé. Si c'est, on a mis une capsule de les trucs qu'on voit là, effervescents. Oui, je vois ce que tu veux dire. Plutôt déconseillé parce que du coup, il y a des édulcorants dedans et d'autres additifs. Boire du café pour tenir le coup. Déconseillé. Conseillé. Manger bio. Plutôt conseillé. On parlait de la densité des nutriments, le sol qui est appauvri, etc. Dans le bio, on est quand même sur une culture, une production, une récolte qui est moins intensive, donc qui est plus intéressante au niveau nutriments. Les fameuses tartines en Belgique, tu sais, les tartines le matin, les tartines à midi. Plutôt déconseillé comme on les fait traditionnellement, mais il y a moyen de les équilibrer comme on l'a vu. Ok, super. Merci Flavie. Si tu devais, là, rapidement, nous faire une petite liste de courses d'aliments vraiment anti-fatigue, tu mettrais quoi dans cette liste de courses ? Mais je mettrais des bonnes sources de protéines. Ça, c'est vraiment le truc à avoir. Est-ce que tu peux vraiment nous citer, tu vois, la liste de courses, les aliments qu'on va aller acheter au supermarché ? Les œufs bio, le saumon, le poulet qu'on va utiliser pour le dîner, pour le souper, les noix, des légumes idéalement couleurs variées, de saison, bio, idéalement, mais voilà, c'est pas indispensable. Des féculents qui vont être complets, donc un bon pain au levain à l'épeautre, du quinoa, des pommes de terre, des patates douces, des pâtes complètes.
Donc comme ça, on a nos repas principaux. Et puis, pourquoi pas un petit thé matcha, un petit café de qualité pour les jours de plaisir. De temps en temps. Du chocolat noir. Du chocolat noir. Et c'est déjà pas mal. Ok, top. Merci. Avant de clôturer, je voudrais que tu me dises ton secret vitalité. Voilà, le petit truc que tu partages vraiment en mode, allez, là, je vous partage un trésor, un secret. Bon, du coup, c'est rien de bien chinois, mais j'invite chacune qui nous écoutera à y réfléchir. Je voudrais d'avoir un vrai moment pour soi dans la semaine, peut-être idéalement chaque jour, mais vraiment, en fait, de se garder des plages où on va faire une activité qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, où on est déconnecté, parce que c'est vraiment dans ces moments-là qu'on va se régénérer. Et je pense que c'est indispensable dans nos vies à 100 à l'heure de vraiment prévoir ces moments-là qui entretiennent la belle énergie. Merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut clôturer sur, est-ce que tu peux dire aux personnes qui vont nous écouter où te trouver, comment te contacter, est-ce que tu fais aussi des consultations à distance, les personnes qui auront envie de se faire coacher par toi et de reprendre en fait le pouvoir sur leur vie, sur leur corps, sur leur fatigue et ne plus subir ça comme une fatalité en disant je suis fatiguée mais oui je fais beaucoup de choses, c'est comme ça. Comment on peut te joindre et te contacter? Tout simplement, je suis assez active sur Instagram, donc c'est Flavie Naturopathie. On va mettre les liens de toute façon pour te contacter. Trop bien, donc voilà, là je partage aussi pas mal de conseils, donc ça peut être une façon aussi de continuer la réflexion et le cheminement. On peut échanger par Instagram. J'ai aussi mon site internet sur lequel il y a un peu toutes les explications de mon fonctionnement au niveau des consultations, des accompagnements, que ce soit en cabinet ici en Belgique ou effectivement à distance pour toute personne qui serait plus loin, avec grand plaisir. Merci beaucoup Flavie pour cet échange super intéressant. On se reverra, on fera encore une saison 3 avec Flavie, ça n'en doutez pas. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter, à poser vos questions et à suivre Flavie sur les réseaux sociaux. Salut!